En 2015, une mâchoire inattendue a été découverte dans le sol ancien de la vallée du Rhône en France. La découverte était si complète qu'elle a été scellée sur place. Mais lorsque les scientifiques ont percé les secrets enfouis dans ces dents, ils ont mis au jour une lignée néandertalienne oubliée, isolée pendant plus de 100 ans et préservée de toute influence humaine moderne. Soudain, le dernier chapitre de l'histoire des Néandertaliens s'est réécrit. Comment une seule découverte a-t-elle pu bouleverser tout ce que nous pensions savoir sur nos plus proches parents? La réponse se trouve au cœur de Grattamandrine et ses implications vont bien au-delà de la paléontologie. Un coup sec heurta un os ancien et dense. L'équipe de fouilles se figea. Chaque mouvement dans l'étroite tranchée de Grattamandrine devint mesuré et délibéré. Ludic Slimak, qui dirigeait les fouilles, s'accroupit près de la mâchoire exposée. Des années d'attente cédèrent de la place à un instant de silence absolu. La mâchoire était presque entière, les molaires intactes, une rareté pour les vestiges néandertaliens qui sont généralement retrouvés sous forme de fragments épars. Sans hésiter, Slimak ordonna de sceller la tranchée. Personne ne toucha à l'os. La terre environnante intacte depuis des dizaines de milliers d'années constituerait une barrière contre toute contamination. Les protocoles étaient stricts et appliqués immédiatement. Aucun outil n'a été utilisé près du spécimen tant que l'équipe n'avait pas documenté chaque grain de terre environnant. Des registres de terrain ont consigné les coordonnées précises, la profondeur et l'orientation de la mandibule. Le port de gants de masque et de combinaisons stériles est devenu obligatoire. L'équipe travaillait par roulement, limitant les risques de contamination et privilégiant la précision à la rapidité. Chaque action était guidée par la nécessité de préserver non seulement l'os, mais aussi son histoire. Les traces chimiques dans les sédiments, les particules microscopiques adhérant à l'émail, la pulpe intacte à l'intérieur des dents. La décision d'interrompre les fouilles dans cette zone n'a pas été prise à la légère. Les couches de mandrin avaient déjà révélé des traces alternées de néandertaliens chez les humains modernes, mais rien d'aussi complet, d'aussi révélateur. Le site devait rester intact. Toute perturbation risquait d'effacer des indices sur le monde dans lequel Thorne a vécu. L'équipe a construit une barrière de protection au-dessus de la tranchée à l'aide de bâches en plastique et de sacs de sable afin de préserver les précieux vestiges des intempéries et des interventions humaines. L'urgence ressentie par Slimak était fondée sur l'expérience. Pendant des décennies, il avait vu des découvertes perdre leur valeur scientifique à cause d'une manipulation hâtive ou d'une documentation négligente. Ici, l'enjeu était plus important. La vallée de Rhône était un carrefour. Ces grottes recelaient les secrets des Néandertaliens et des premiers Européens modernes. L'intégrité de la mâchoire suggère qu'elle pourrait contenir bien plus que la simple forme d'un visage. Elle pourrait renfermer le code génétique d'une population disparue. Alors que le soleil se couchait sur la vallée, l'équipe quitta la tranchée scellée gardée par le poids de sa découverte. On la connaissait déjà sous le nom de Thorne, un nom choisi pour son caractère définitif, le dernier d'une telle espèce. La mâchoire reposait dans l'obscurité intacte, suspendue entre deux mondes. Les jours suivants, chaque retour sur le site commençait par le même rituel. Vérifier les scellés, examiner les registres, approcher avec précaution. Les étapes suivantes exigeraient une précision encore plus grande. Mais le premier acte fut un acte de retenue, une insistance sur le silence, la patience et la préservation d'un instant qui pourrait bien changer notre compréhension de la fin des Néandertaliens. Le Grattamandrine se dresse en hauteur au-dessus de la rivière. Rand, son entrée étant creusée dans le calcaire à 225 mètres au-dessus du fond de la vallée. De ce point de vue, la grotte offre un panorama exceptionnel sur le corridor en contrebas, une voie naturelle reliant la Méditerranée au cœur de l'Europe depuis des centaines de milliers d'années. Pour Ludwig Slamiak, ce site n'a jamais été un lieu comme les autres. La vallée du Rhône est bien plus qu'un paysage pittoresque. C'est un carrefour, un lieu où des vagues de peuples anciens se sont succédés, ont côtoyé et parfois ont disparu. La grotte elle-même recèle des traces géologiques aussi profondes que son histoire. 12 couches sédimentaires distinctes numérotées de G à la base à B, un au sommet, s'empilent comme les pages d'un livre. Chacune raconte une époque différente. Certaines couches recèlent de mystérieux outils, des éclats de silex et des grattoirs façonnés par les mains des Néandertaliens. D'autres révèlent un changement brutal. De minuscules points précis caractéristiques de l'homme moderne apparaissent soudainement dans la couche E. Puis, tout aussi rapidement, les anciennes habitudes reprennent le dessus. Les couches D et C montrent des groupes néandertaliens réinvestissant l'abri leurs outils intacts comme si de rien n'était.
Thorin a été découvert dans la couche C, une strate datant d'environ 45-0 à 50-0 ans. Il ne s'agit ni du bas ni du haut de la séquence, mais d'un tournant. Ici, les sédiments sont denses et intacts, scellés par des siècles de poussière et de sable éolien. Chaque artefact, chaque fragment d'os repose exactement à sa place. La stratigraphie unique de la grotte si précise qu'on peut même y suivre la suie d'anciens feux couche par couche permet aux scientifiques de reconstituer qui y a vécu et à quelle époque. L'analyse par Sigolijn van der Velde de fragments de murs adaptés suggère que les visites humaines se sont étendues sur 80-0 ans, les Néandertaliens et les humains modernes étant parfois séparés par seulement une année. Le corridor de Ron a lui-même façonné ces configurations. Il offrait un passage à travers les collines escarpées canalisant les migrations vers le nord et le sud. À l'arrivée des humains modernes, leur présence fut marquée par de nouveaux outils et une occupation éphémère. Pourtant, les groupes néandertaliens revinrent sans relâche et laissèrent derrière eux la mâchoire de Thorin comme un témoignage silencieux. L'alternance des strates à mandarin est rare. Rares sont les sites en Europe qui présentent des preuves aussi claires du renouvellement de la population. Ici, le paysage et la grotte racontent ensemble une histoire de résilience, de déracinement et de retour. Pour Slimak, chaque campagne de fouilles était un pas de plus vers la compréhension de cette histoire complexe. La situation de la grotte, ses dépôts sédimentaires et son rôle de passage entre les mondes donnaient à chaque découverte une signification particulière. La mandibule de Thorin n'était pas qu'un simple fossile. C'était une pièce d'un puzzle plus vaste reliant le destin d'un peuple disparu à la géographie qui a façonné ses derniers jours. La mâchoire de Thorin enfouie sous des couches de sédiments pendant près de 50-0 ans se distingue de la plupart des découvertes concernant les Néandertaliens. Là où d'autres découvertes ne livrent que des fragments brisés, une dent ici un éclat d'os. Là, la mandibule de Thorin est parvenue presque intacte, son arc intact, ses dents encore en place. La conservation de cette mâchoire est plus qu'un simple coup de chance. Chaque dent est le témoignage d'une vie, les repas mâchés, le sable usé, les saisons marquées par de subtiles lignes dans l'émail. Mais le véritable trésor se cache plus profondément à l'intérieur de la forteresse des taupes. La pulpe dentaire isolée du monde par un émail et une dentine dense forme un micro-environnement resté intact pendant des siècles. C'est dans cette chair tendre nichée à l'intérieur de la coquille dure que circulaient autrefois les vaisseaux sanguins et les nerfs de la mâchoire de Thorin. Dans l'air froid et sec de Grota Mandarin sous la pression des sédiments, la pulpe est devenue une véritable caverne protégeant le matériel génétique de la décomposition, des bactéries et des ravages du temps. Même après des dizaines de milliers d'années, des fragments d'ADN ont pu être retrouvés préservés dans la chambre protectrice de la pulpe. Ce qui rend la mâchoire de Thorin si remarquable, ce n'est pas seulement son état de conservation complet, mais aussi la précision de ses détails anatomiques. 14 dents permanentes, chacune à sa position d'origine, ont permis aux chercheurs de déterminer l'âge, le régime alimentaire et même l'état de santé de chaque individu. Des moments de stress ou de maladie. Les dents de Müller présentent des racines robustes et un émail épais. Signe classique de l'adaptation des Néandertaliens à un régime alimentaire abrasif et difficile. Aucune dent surnuméraire ni anomalie dentaire ne vient compliquer le tableau. Juste une dentition adulte complète symétrique et forte. Les mesures confirment une mâchoire large et massive, un menton fuyant et un espace rétrooculaire prononcé. Des caractéristiques que l'on ne retrouve que chez les Néandertaliens. Pour l'équipe Thorne n'a jamais été qu'un simple fossile. Sa résistance aux dents de la mer témoignait d'une vie passée à survivre à des hivers rigoureux à ronger des eaux de Sinuan, à arpenter les mêmes pentes de vallée qui résonnent désormais du bruit lointain de la circulation. L'intégrité du spécimen offrait une chance inouïe de remonter le temps et de rencontrer un Néandertalien non pas comme une ombre mais comme un être humain. Elle justifiait aussi le risque du prélèvement le forage d'une molaire pour en extraire la pulpe, sachant que ces minuscules cavités pouvaient receler le code génétique de l'un des derniers Néandertaliens d'Europe. Le passage de la mâchoire au génome exigerait une vigilance encore plus grande. Mais la promesse était claire, les dents de Thorin recelaient des secrets que de simples fragments ne pourraient jamais révéler. Un coursier arriva à l'Institut Max Planck, transportant un conteneur réfrigéré et scellé, placé dans le sanctuaire de Thorin à l'abri du monde extérieur depuis sa découverte. La chaîne de traçabilité était ininterrompue chaque étape, chaque température, chaque transmission. Une fois à l'intérieur du laboratoire d'ADN ancien, l'échantillon pénétra dans un monde où régnait l'absence totale de poussière de cheveux ou de respiration.
La docteure Anna Kerna, responsable de l'équipe d'extraction, supervisait l'opération derrière une paroi de verre. Les chercheurs revêtaient des combinaisons intégrales, des gants doubles fixés aux poignets par du ruban adhésif, des masques et des visières. Le laboratoire lui-même était une forteresse à pression positive, l'air étant aspiré vers l'extérieur pour repousser toute contamination. Les surfaces brillaient sous des lampes ultraviolettes stérilisées pendant des heures avant l'arrivée de l'échantillon. Chaque instrument pipette, forette, tube à microcentrifugeuse était chauffé ou irradié jusqu'à ce que toute trace d'ADN moderne ait été effacée. Le protocole était impitoyable. La surface externe de la dent a été nettoyée puis désinfectée au UV afin d'éliminer toute trace d'ADN humain qui aurait pu s'y déposer depuis l'excavation. Ce n'est qu'après cela que l'équipe a foré la racine prélevant une fine poudre de la chambre pulpaire. La foreuse fonctionnait lentement et à froid, son foret étant changé après chaque prélèvement. La poudre tombait dans un tube stérile à l'abri de l'air. Kern vérifiait chaque étape, les mains gantées fermes, les yeux rivés sur l'écran. L'échantillon a été mélangé à de la silice et à des tampons de liaison, une chimie conçue pour extraire d'anciens fragments d'ADN de la matrice minérale en les liant à des billes de verre afin que le reste puisse être éliminé par lavage. Chaque transfert a été effectué sous une hotte à flux laminaire isolée de la pièce par un rideau d'air stérile. Le résultat était aléatoire. L'ADN ancien est toujours un pari risqué. Des milliers d'années passées sous terre peuvent réduire les génomes en fragments illisibles. Mais la pulpe de Thorin a tenu ses promesses. Les séquençages ont produit plus de 20 millions de lectures. 4% d'entre elles étaient de l'ADN néandertalien endogène authentique. Une proportion extraordinaire pour un échantillon aussi ancien. L'équipe de Kerna a effectué des contrôles d'authentification, analyse des dommages dans l'ADN. La signature caractéristique de la lamination de la cytosine aux extrémités des fragments a confirmé son ancienneté. Les contrôles négatifs n'ont montré aucun signe de contamination moderne. L'ensemble de données était impeccable. La séquence authentique. Le code génétique de Thorin put enfin être déchiffré. Une voie d'un monde disparu préservé par la discipline et la quête incessante de la certitude. La datation de la mâchoire de Thorne nécessitait bien plus qu'un simple test ou une intuition. Le processus a débuté par une analyse au radiocarbone des restes organiques de la couche C de Great Mandarin. Cependant, les résultats se situaient à la limite supérieure de la mesure par le radiocarbone. Les valeurs oscillaient juste en dessous de 50,01 avant le présent, à la limite de la courbe d'étalonnage INTL20. Pour consolider cette datation, l'équipe a eu recours à la luminescence stimulée optiquement OSL, qui permet de mesurer la dernière exposition des grains de sédiments à la lumière du soleil. Des échantillons provenant de la même couche ont révélé un âge d'environ 50 et un 0 ans, confirmant les estimations du radiocarbone. Toutefois, ces chiffres à eux seuls ne suffisaient pas à établir une preuve concluante. La stratigraphie de la grotte a donc été prise en compte, chaque couche étant cartographiée avec précision, tant en termes d'ordre que de composition. Des charbons de bois provenant d'anciens foyers, des ossements d'animaux et des outils en pierre ont apporté des données complémentaires. Les traces de vêtements sur les parois de la grotte analysées par Segeland van der Velde ont confirmé une présence humaine fréquente et ont permis à l'équipe de dater les périodes d'occupation à quelques siècles près, voire à une année dans certains cas. L'intégration de toutes ces données a nécessité une modélisation bayésienne, une approche statistique qui combine plusieurs sources de données pour affiner l'estimation. En intégrant les datations au radiocarbone, les résultats de la luminescence optiquement stimulée, OSL, et l'ordre précis des couches sédimentaires, le modèle a permis d'établir une probabilité a posteriori. La mâchoire de Thorne a été datée entre 50 2948 500 ans avant le présent donné, calibrée la plus probable se situant autour de 50,0 ans, à 2 millénaires près. Cette convergence des méthodes de datation ne laisse que peu de place au doute. Thorne vivait à une époque où l'on pensait que les Néandertaliens avaient disparu d'une grande partie de l'Europe. Les preuves le situent à la toute fin de l'histoire de son espèce, ayant survécu dans la vallée de Ron longtemps après le passage des humains modernes. Lorsque des spécialistes de la datation comme Lure Metz et Jean-Jacques Hublin ont examiné les résultats, le consensus était clair. Grotte Mandarin avait livré l'un des derniers Néandertaliens préservés dans une chronologie qui n'appartenait plus à son espèce. Le code génétique de Thorin ne correspondait à aucun modèle connu.
Lorsque les données de séquençage sont arrivées de l'Institut Max Planck, l'équipe a réalisé qu'elle était face à un cas statistique atypique. Un individu dont le génome se distinguait de tous les autres néandertaliens tardifs échantillonnés à travers l'Europe. L'analyse comparative a permis de situer l'ADN de Thorin non pas dans les groupes néandertaliens classiques de Vindiga ou de Spy, mais dans une branche isolée depuis plus de 100 ans. La divergence était si extrême que dans un premier temps, les algorithmes ont estimé que Thorin était bien plus ancien que ne le laissait supposer le contexte archéologique. Ce n'est qu'après des mois de vérification croisée par modélisation coalescente que la chronologie a pu être établie. Thorin a vécu il y a environ 50 ans, mais ses ancêtres s'étaient séparés de leurs cousins bien avant les derniers rassemblements néandertaliens en Europe centrale. Les données ont révélé des niveaux élevés d'homozygosie, de longs segments d'ADN identiques caractéristiques de la consanguinité au sein d'un petit groupe fermé. On n'a trouvé aucune trace de gènes humains modernes, ni aucune preuve de contact récent avec d'autres populations néandertaliennes. La lignée de Thorin était restée isolée génétiquement et géographiquement en Méditerranée occidentale pendant des millénaires. Il ne s'agissait pas d'une population décimée par une simple vague d'arrivée, mais d'un fragment caché, l'une des nombreuses lignées fantômes ayant subsisté en marge d'un continent en mutation. La modélisation démographique suggérait un scénario de refuge multiple. Des poches de néandertaliens isolés dans leurs vallées ou sur leurs côtes ont survécu longtemps après que leur population se soit effondrée ailleurs. Le silence du génome quant à l'introgression d'Homo sapiens en disait long. Le peuple de Thorin avait vu arriver de nouvelles technologies et de nouveaux visages, mais était resté à l'écart. Leur héritage génétique est scellé derrière des barrières culturelles et sociales au même titre que des montagnes ou des rivières. Le professeur Simon Hawke a résumé cette révélation en une phrase « Thorin n'est pas seulement le dernier de son espèce, il est le dernier d'un monde disparu. » Cette découverte a contraint les chercheurs à repenser la notion même d'extinction. La disparition des Néandertaliens ne fut pas un événement unique, mais un lent déclin avec des groupes isolés qui s'effacent peu à peu des archives telles des épines. Leurs secrets sont restés enfouis jusqu'à présent. Aujourd'hui, chaque nouveau fragment d'ADN ancien redessine les contours de l'histoire humaine. À mesure que la technologie révèle des lignées cachées, l'histoire de notre espèce devient plus complexe et moins solitaire. Des traces de l'histoire néandertalienne persistent dans notre génome, remettant en question notre propre humanité. Le passé n'a pas encore dit son dernier mot. Quels secrets recèlent encore nos gènes, attendant d'être découverts? Partagez vos réflexions ci-dessous.